tenants et les aboutissants en tout cas de la maladie de Lyme. Donc pour faire assez rapide, parce que je pense que ça va être intéressant la table ronde, parce que vous allez pouvoir poser certaines questions et on va essayer de répondre en tout cas au mieux. Donc petit élément historique assez rapide. Donc la maladie de Lyme a été décrite pour la première fois en 1994 par Pierre Semer. Voilà, donc il y a eu beaucoup d'années qui sont passées et finalement on s'est retrouvé plus loin en 82 où finalement on a vraiment retrouvé une spirochète donc qui est semblable à la syphilis. Et c'est William Burgdorferi qui justement a donné son nom à la bactérie retrouvée. Alors Lyme, juste pourquoi Lyme? Parce que c'est une ville dans le Connecticut. Voilà, donc c'est une ville dans le Connecticut. Donc en fait, il y avait l'île de Long Island et en fait, a priori, l'armée aurait fait des petits... Plum Island. Ouais, Plum Island, voilà, et l'armée en fait avait fait des petites manipulations sympas et finalement il y a des cerfs qui ont traversé des canards et du coup on a retrouvé une épidémie de polyarthrite chez les enfants. Et en fait, c'est ainsi qu'on a commencé à remarquer que cette arme biologique, par nos amis américains, a commencé à se décimer dans le monde. Alors, officiellement, on trouve que c'est une maladie professionnelle qui est assez universelle et finalement, on le verra par la suite, que finalement, la piqûre de tique est assez réductrice. Finalement, on se rend compte qu'il y a énormément de transmission. D'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, qu'il y avait effectivement une transmission materno-fétale, une transmission par les relations sexuelles, mais aussi par certaines bêtes comme les moustiques, les araignées et les dents. Donc ça, j'enchaîne un petit peu. Donc en fait, la bébête, elle mesure de 4 à 30 microns. Des fois, on peut la retrouver donc, sous différentes formes. Et c'est ça qui complique un petit peu pour au niveau diagnostic, parce que suivant la forme, des fois, on va se retrouver avec des tests faussement négatifs. Et tout est le problème. C'est pour ça que les symptômes sont les plus importants, en tout cas, pour diagnostiquer la maladie de Lyme. Alors officiellement, on a jusqu'à 65 000 nouveaux cas par an. Ces chiffres sont a priori vraiment sous-estimés. Et à ce jour, on considérait qu'en tout cas, qu'il y a 1 million de personnes atteintes en France actuellement. Donc on peut voir la carte en 2012 et finalement, regardez, on voit qu'en 2016, la maladie a énormément progressé. Donc les petites bébêtes, alors on va rester sur les tiques pour le moment. Donc on voit les différents stades, donc l'adulte, mâle, femelle, les larves et les nymphes. En tout cas, a priori, les plus compliquées, les plus infectieuses, ce sont les nymphes. Alors souvent, malheureusement, on voit rien du tout. On ne ressent rien et finalement on se retrouve avec dans 30% des cas avec une lésion vraiment typique, avec une auréole autour et souvent ça peut passer inaperçu. Alors c'est clair et net que quand on voit ça, il faut vite traiter, voir son médecin traitant. Souvent il donne de la doxycline parce que la doxycline ça s'avère le meilleur traitement en tout cas à donner dès le départ. Voilà, donc on voit ces petites bébêtes. C'est pour ça que souvent, on s'allonge dans l'herbe, on sent même pas une piqûre, on se retrouve le soir et en fait on a une petite aréole qui peut apparaître. En général, c'est souvent entre 2 et une trentaine de jours. Donc voilà le cycle des bébêtes. Voilà, donc on voit que effectivement, il y a plusieurs hôtes différents. Donc ça peut être directement l'être humain, mais aussi ça peut passer par des petits animaux, des souris, des cerfs. Et souvent, voilà, il y a vraiment une prolifération assez incroyable parce qu'aussi on remarque qu'il y a il y a vraiment moins de prédateurs. Les poules, c'était des bons prédateurs, on va dire. On avait ces poules à la maison, c'était sympa en tout cas, pour avoir un peu moins de tiques. Voilà, donc là, si vous voulez du caviar, allez-y. Hein. Je sais pas, jamais goûté personnellement. Je sais pas si quelqu'un a goûté le caviar de tiques. Non. À voir, de toute façon, ils veulent nous faire manger des insectes. Il faut savoir qu'il y a de la chitine dedans, donc on nous fait vendre que les insectes, c'est la future nourriture. Attention, ça risque d'être allergène. Hein, donc moi, je déconseille. Après, chacun fait comme il veut. Voilà, donc vous avez une belle bébête, elle est magnifique, franchement on a presque envie de l'adopter en animal de compagnie. Voilà, avec son gros rostre, voilà, c'est une
petite bébête qui va vous mordre. Alors, concernant justement ça, cette diapositive, on l'a rajoutée parce que comme vous pouvez le voir, le rostre, en fait, il y a des comme des picots, d'accord? Et on ne tire jamais sur une tique, d'accord? On va, parce qu'en fait, à partir du moment où la tique, elle a rentré son rostre dans la peau, si vous tirez dessus, ça va faire comme un harpon, ça va ouvrir comme les écailles et ça va arracher la tête, d'accord? Donc, la manière la plus appropriée d'enlever une tique, finalement, c'est de la dévisser. Donc, c'est pour ça qu'on utilise un tire-tique. On tourne alors à droite ou à gauche. Hein. C'est vrai qu'avant, on disait dans le sens des aiguilles de montre, mais en fait, c'était l'inventeur qui était gaucher qui a dit qu'on tournait dans ce sens-là. Mais très sincèrement, vous pouvez tourner dans un sens comme dans un autre, que vous soyez droitier ou gaucher. L'idée, c'est vraiment de ne jamais tirer sur une tique et de ne pas l'étouffer, de ne pas utiliser de pince, de pince à épiler, parce qu'en utilisant une pince à épiler, vous comprimez l'abdomen, et donc c'est dans l'abdomen que se trouvent les agents pathogènes. Et du coup, en appuyant sur l'abdomen, eh bien, vous renvoyez encore plus rapidement les agents pathogènes. Donc, il faut vraiment prendre le plus possible près du corps et vous dévissez. Et ensuite, s'il nous reste quelques kits, vous l'envoyez à l'organisme CITIC, qui est un organisme géré par l'INRA du côté de Nancy et qui permet de collecter des tiques et constituer ce qu'on appelle une ticothèque pour étudier les tiques. Ce ne sont pas des tiques où on vous dira tel tique vous a mordu et du coup vous a transmis telle ou telle pathologie. C'est juste pour constituer une ticothèque. Donc vous pourrez prendre tout à l'heure, s'il en reste, quelques échantillons. Et sinon, vous pouvez télécharger l'application signalement TIC sur votre téléphone pour faire des signalements quand vous voyez des tics. Voilà, merci. Merci. Voilà, donc je vais pas revenir sur en tout cas les modes de transmission. Donc comme je vous ai dit, il n'y a pas que les tiques. Donc ce qui fait que ce qu'on pourrait croire, donc on avait retrouvé une momie dans un glacier qui avait plusieurs milliers d'années et en fait on a fait des tests, on avait retrouvé déjà des traces de Borrelia. Donc je pense que le nombre en tout cas de personnes atteintes de la borréliose est nettement supérieur et comme on pourra peut-être le voir et comme on le voit aussi en tout cas sur la slide, c'est vraiment la grande simulatrice. C'est-à-dire qu'il y a énormément de maladies, en tout cas qu'on étiquette, comme syndrome de fatigue chronique, fibromyalgie, ou d'autres maladies. Alors, bon, normalement, il faut que je parle avec des filtres, mais certaines maladies, des fois chroniques, auto-immunes, qui peuvent être en fait finalement une vraie maladie de Lyme, mais bon, malheureusement, qu'on va étiqueter différemment, qu'on va traiter au long terme, et malheureusement on ne va pas finir par guérir les personnes parce qu'on ne donne pas le traitement adapté. Voilà, ça on l'a vu. Alors, non, je me suis trompée. Hop. Voilà. Donc c'est les slides de Déborah, merci Déborah d'avoir prêté tes slides en placement du professeur Perron. Alors voilà, donc toujours le problème du diagnostic, c'est que même si on se fait en tout cas contaminer par les Borrelia, malheureusement dans 70% des cas, on va rien retrouver. C'est-à-dire que souvent c'est une maladie qui va venir soit directement et on va retrouver un érythème, ou dans 70% des cas, il n'y aura rien du tout. Et souvent, la manifestation, souvent on va avoir des manifestations un petit peu bizarroïdes ou des douleurs articulaires, des vertiges, des fourmillements, on n'est pas bien psychiquement. Et souvent, en fait, c'est souvent après un acte chirurgical ou des fois quand on a un traumatisme psychique. C'est pour ça qu'il y avait tout un intérêt que j'ai parlé ce matin, que c'était important de traiter tout de suite le traumatisme psychique pour éviter que la personne se chronicise et développe une maladie étiquetée, on va dire, officiellement. Voilà, donc ça c'est l'image du tire-tique, donc voilà, donc ça c'est basique, mais il ne faut pas en tout cas s'amuser à appuyer sur les bébêtes, sinon on déverse tout son contenu. Et voilà, donc en général,
Ces petites bactéries qui sont retrouvées dans les tiques, en fait, il n'y a jamais que des Borrelia. Souvent, il y a énormément d'autres bactéries. Et suivant la bactérie, en fait, ça va faire un type de maladie, un type de symptômes. Il y a l'encéphalite de la tique. Et l'encéphalite de la tique, tout à fait. Et là, un vaccin. Et qu'il y a un vaccin pour l'encéphalite de la tique. Ah oui, alors ça c'est important. Ça. Alors je me permets parce que en fait, moi, quand j'ai créé l'association, je suis allée voyager dans plusieurs pays et on n'a pas la même définition des maladies transmises par les tiques. Par exemple, en France, on parle de la maladie de Lyme. Quand je suis allée au Portugal, ils ne connaissent pas la maladie de Lyme. Officiellement, ils ont 20 cas de maladie de Lyme par an. Pourquoi ? Parce que quand je leur ai demandé quelle souche ils avaient, ils étaient incapables de me répondre. Je leur ai dit, ok, je laisse tomber mon questionnaire. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous faites mordre par une tique ? Ils disent, on cherche les rickettsia, bien sûr. Et donc, vous voyez, ils ne cherchent pas les mêmes pathogènes. Vous allez en Suisse, ils vont vous dire, oulala, mais le Lyme, et le Lyme chronique, c'est probablement vrai, mais nous, vraiment, notre véritable problématique aujourd'hui, c'est pas la borréliose de Lyme, qui est une bactérie, c'est l'encéphalite à tique, qui, elle, est virale. Et effectivement, l'encéphalite à tique, il y a énormément de cas d'encéphalite à tique, notamment en Autriche. Et en Autriche, il faut savoir que 90% des gens sont vaccinés. Mais il y a un amalgame qui est fait. Les gens pensent qu'il y a un vaccin contre la maladie de Lyme parce qu'ils sont vaccinés contre une maladie transmise par les tiques. C'est l'encéphalite à tique. Au jour d'aujourd'hui, il n'existe aucun vaccin concernant la maladie de Lyme, la borréliose de Lyme, cette bactérie. Il y a le laboratoire Valneva qui est en phase 3 de développement d'un vaccin concernant la maladie de Lyme. Bon, la première version n'a pas été particulièrement concluante il y a quelques années, quelques dizaines d'années avec le LymeRix. On va voir, ils ont espoir de mettre en place un énième vaccin contre la maladie de Lyme en 2025. Ceci étant, on n'est absolument pas sûr que ça va couvrir les 300 souches de Borrelia qui existent. Donc il faut quand même être très très vigilant. En Suisse, c'est 30% de la population qui est vaccinée contre l'encéphalite à tique. Encore une fois, on est là pour faire de la prévention. Ce n'est pas parce que vous avez été vacciné contre l'encéphalite à tique que vous ne devez pas prêter attention à l'observation de votre corps quand vous rentrez d'une balade. Parce que ça ne vous prévient en aucun cas de la borréliose de Lyme. C'est juste l'encéphalite qui est une bactérie, qui était un virus. Et je pense qu'il faut, à mon avis, attendre un petit peu pour être certain quand on se vaccine avec un nouveau vaccin. C'est une digression, mais... On avait dit qu'on n'en parlait pas. Oui, je sais pas. Oui. Donc, mesures de prévention, quand vous partez en forêt avec vos enfants, vos petits-enfants, c'est important de bien regarder dans les cheveux, dans le cuir chevelu, bien regarder partout, parce que les tiques, forcément, ils peuvent se loger un petit peu n'importe où. Voilà, donc en mesure qu'on avait appris un petit peu avant, on mettait de l'alcool, on mettait de l'éther, on essayait d'arracher comme ça, et effectivement, en fait, c'est une mauvaise méthode parce que justement, on va favoriser la contamination des germes. Et il y a pas mal de choses très intéressantes, notamment l'utilisation des huiles essentielles c'est super intéressant également aussi. Idéalement, alors c'est vrai qu'on peut se salir plus vite, mais normalement ce serait bien d'avoir des vêtements quand même qui sont des vêtements soit blancs ou une couleur assez vive qui permettra de rapidement voir s'il y a une petite tique qui commence à se balader sur votre pantalon. Alors oui, effectivement, on peut vacciner du Covid les femmes enceintes, mais il faut faire attention aux huiles essentielles. Voilà. Alors différents stades de la maladie, donc ça c'est ce qu'on a appris dans nos cours de médecine, donc une phase primaire, donc c'est plutôt l'atteinte cutanée où il va y avoir un érythème chronique migrant. Donc cette auréole qui va augmenter progressivement puis qui va réduire avec un centre qui va être dépigmenté. Après, on va passer à une phase secondaire, on peut avoir des douleurs ou des symptômes un petit peu atypiques.
Puis après, on va se retrouver voilà, en phase tertiaire, où là, vraiment, on peut avoir une atteinte neurologique, on peut avoir aussi ce brouillard cérébral ou des problèmes de mémoire, de concentration. Et souvent, en général, malheureusement, quand les personnes ont plein de symptômes, souvent, on ne va jamais penser à la maladie de Lyme. Ça va être une polyarthrite, ça va être une fibromyalgie, une sclérose en plaques ou autre chose, et on va rarement penser à la maladie de Lyme. Donc on voit bien comment c'est fait un petit peu l'érythème chronique migrant. Et malheureusement, c'est pas qu'on n'a aucun érythème chronique migrant qu'on n'est pas contaminé, parce que malheureusement on le retrouve que dans 30 à 50% des cas. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je disais. Donc on peut, dans la phase primaire, on peut avoir cet érythème chronique migrant, donc cette rougeur. Mais effectivement, on peut retrouver d'autres symptômes. Ça peut être la fièvre, comme c'est écrit, la fatigue, les douleurs articulaires. Alors c'est vrai que quand une personne chope un espèce de syndrome grippal l'été, quand même, il faut savoir y penser assez rapidement. C'est un des premiers diagnostics à penser. Alors là, il y a une information qui est vraiment importante. Quand on a un érythème migrant par principe signe un Lyme. D'accord ? Ça informe de la maladie de Lyme. Encore une fois, il n'est pas systématique. On ne fait pas de prise de sang sur un érythème migrant. C'est-à-dire que si un médecin dit « Ah oui, vous avez une auréole, mais attendez, on va confirmer par une prise de sang, voir si vous avez bien la maladie de Lyme avant de vous mettre un antibiotique », alors, j'ai pas le droit de dire ça, mais techniquement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que la production d'anticorps prend 4 à 6 semaines. Donc, faire une prise de sang avant un mois et demi n'a aucun sens. Ça n'est pas le fait de prendre, de faire une sérologie à J plus 3 jours ou J plus 2 semaines qui va permettre de pouvoir se dire, dans ces cas-là, on met ou pas une antibiothérapie en place. C'est vraiment la clinique en fait qui prévaut. C'est ce qu'on apprend de plus en plus. Si vous avez des symptômes bizarres, alors ça peut être effectivement l'érythème migrant, mais voilà ce dont on vient de parler, il y a plein de raisons qui font que on peut quand même suspecter. Mais on ne fait pas de biologie, de sérologie avant 4 à 6 semaines de latence entre le moment où on s'est fait mordre par une tique et le moment où il y a des symptômes et où on peut faire la sérologie. On va dire de toute manière, on recherche que quelques germes sur 300 sérotypes existants, alors comme donc de toute façon la sérologie en général malheureusement elle est paramétrée pour retrouver que 5% de personnes qui sont atteintes de la maladie de Lyme, une population en tout cas inférieure à 5%. Et le problème, c'est que, en tout cas, en théorie, vu le mode de transmission, je pense qu'on est énormément atteint. Je ne sais pas s'il y a une personne qui est non Lyme ici, j'en sais rien, j'arrive pas à voir, mais en tout cas, on peut avoir ces borrélias qui tournent dans le corps, il y a des personnes, des chasseurs qui vont se faire piquer par 3-4 tiques tous les jours et vont jamais rien développer en fait. Donc c'est pour ça qu'en fait, avoir la borrélia, ça ne veut pas dire avoir des symptômes. Il faut bien savoir, c'est une question d'immunité. Alors, concernant la phase secondaire, donc effectivement, on peut avoir des résurgences de symptômes cutanés, des érythèmes migrants qui reviennent, des taches un petit peu bizarres, polymorphes, qui peuvent être aussi également, malheureusement, les dermatologues peuvent passer par-dessus, ils vont mettre un petit peu de cortisone, on va donner des antihistaminiques, et malheureusement, souvent, on ne fait pas de la vraie médecine allopathique, malheureusement, on traite le symptôme, mais on ne traite pas la cause. On s'en fout, on ne cherche pas la cause, on essaie d'aller très très vite, on essaie de traiter le symptôme, et malheureusement, le travail de fond, il est rarement fait. Et souvent, malheureusement, les médecins n'en ont pas conscience. Donc c'est la cortisone. Voilà, cortisone, basique. Souvent, les personnes aussi peuvent avoir des manifestations articulaires. Alors, ça peut être des manifestations au quotidien, tous les jours, qui sont handicapantes. Il y a des personnes qui se retrouvent en chaise roulante. Et aussi, ça peut être des personnes qui vont avoir un peu mal aux genoux. Ça peut durer quelques minutes, quelques heures. Après, ça disparaît, ça revient. Donc, en fait, c'est très, très, très atypique et c'est très déroutant pour le patient et pour les praticiens et les médecins. Donc, c'est pour ça que le diagnostic est très compliqué et il faut justement
prendre en considération tous les symptômes que peut avoir la personne pour justement venir en tout cas à ce diagnostic. On retrouve également aussi des manifestations nerveuses. Alors ça peut être des neuropathies, ça peut être des fourmillements, des brûlures, des sensations de déchirement à certains endroits du corps. Et c'est pareil, on va voir le neurologue, on va vous donner des traitements symptomatiques, du Lyrica, autre chose. Mais souvent, malheureusement, on ne va pas aller plus loin, on ne va pas essayer de se dire, bah, tiens, ça peut être une atteinte secondaire de la maladie de Lyme. Donc là, il y a un petit peu une liste de tous les symptômes que vous pouvez retrouver. Et je pense qu'il y aura peut-être des personnes qui vont se reconnaître, qui vont dire, tiens, c'est vrai que j'ai des petites choses. Et souvent, bah, en fait, on peut avoir des troubles psychiques. Donc souvent, les troubles psychiques, on dit toujours c'est de la psychiatrie, c'est du domaine du psychiatre, mais en fait, on se rend compte que pas mal de maladies chroniques, que ce soit la maladie de Lyme, d'autres infections qui existent. Donc là, comme c'est écrit, la Bartonella, la Rickettsia, la tularemie et autres choses vont faire des symptômes physiques importants et psychiques. Et souvent, malheureusement, bah, voilà, c'est que de la psychiatrie. Il y a même des parasites aussi qui peuvent faire des symptômes psychiques. Donc il faut vraiment y penser. Avant, les médecins, ils vermifugeaient les personnes 2 fois par an, juste par exemple. Au niveau des manifestations cardiaques, alors oui, souvent, bah, malheureusement, il y a des personnes qui ont des troubles du rythme cardiaque, des arythmies cardiaques. Pourtant, ça, on l'a appris à la faculté. On l'a appris et malheureusement, bah, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire soit un acte chirurgical, on va brûler des faisceaux accessoires, soit on va donner des médicaments et des anticoagulants, alors qu'en fait, l'origine du trouble du rythme cardiaque, en fait, c'est la Borrelia. Donc c'est quand même assez gênant parce que mettre quelqu'un sous anticoagulant à vie alors que c'est une personne potentiellement guérissable, c'est assez délétère pour les personnes. Et malheureusement, les cardiologues n'y pensent pas. Je connais très peu de cardiologues qui y pensent. En tout cas, j'avais traité une personne de Montpellier à distance qui avait une arythmie cardiaque. Et le grand chef de cardiologie de Montpellier, bah, il s'est mis la main sur le front en disant « Merde, en fait, je vais peut-être passer pendant 30 ans de ma carrière ou 40 ans de ma carrière à côté des Borrelia ». Manifestations oculaires, alors souvent on peut avoir des atteintes comme c'est écrit conjonctivite, kératite, mais il y a aussi pas mal de personnes qui vont avoir des signes un petit peu aspécifiques où ils vont retrouver des petites vagues, des petits traits devant les yeux qui vont passer souvent quand il y a beaucoup de luminosité. Quand ils regardent le ciel bleu, ben, ils vont voir des petits traits qui passent. Et ça souvent, ben, c'est des petites Borrelia, c'est des manifestations de la Borrelia. Et je pense que pas mal en ont. Pas forcément d'autres symptômes, mais en tout cas, c'est une trace de Borrelia. Les ophtalmos disent que c'est la cornée qui rille, officiellement. Manifestation tertiaire, donc voilà, l'acrodermite chronique atrophiante, donc ça on l'a vu tout à l'heure, donc en fait c'est quand vous regardez vos pieds, si vous êtes tout rouge au niveau des orteils, il va y avoir des lésions assez spécifiques, vous pouvez retrouver sur internet. Et effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont ça, et bon, ben voilà, ça passe à l'as, on ne fait même plus attention en fait. De toute façon, quand il y a des symptômes un petit peu, qui sortent un petit peu de ce qu'on a appris à la faculté, si on s'y penche pas un peu plus, et ben ces symptômes, on n'y fait pas attention, c'est comme un petit peu le petit nodule qu'on peut retrouver sur l'oreille, on va jamais faire attention, et en fait, c'est une marque de la maladie de Lyme en fait. Donc on va avoir énormément de symptômes. Donc, moi, ce que je retrouve comme symptômes souvent, donc il y a souvent des troubles psychiques, ça va être des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration quand on est dans une phase tertiaire. On va avoir des palpitations. Ouais, on va finir rapidement parce qu'en fait, pour le truc, ouais, on va être très rapide. Voilà, je suis désolé, on est obligé d'aller un petit peu vite parce que je pense que c'est très intéressant parce que vous savez énormément de choses et en fait, c'est pour ça que je vais assez vite parce que je pense que c'était intéressant justement l'interaction entre vous et certains experts. Voilà, donc les contextes aggravants, donc on va dire que ça va être les métaux lourds quand on met quelqu'un qui a des plombages, ben effectivement, ou des dents dévitalisées, ben en fait on a un passage de germes, on a une inflammation et souvent en fait ça va être des facteurs aggravants. Donc tout comme les perturbateurs endocriniens, voilà, les ondes électromagnétiques, la 5G, qui vont baisser l'immunité des personnes et en fait tout est un jeu d'immunité. Et le stress aussi fait partie aussi des éléments en tout cas très important à prendre en charge parce qu'on se rend compte que finalement
beaucoup de malades de Lyme, en tout cas toute maladie qui va se déclencher, c'est souvent suite à un gros stress ou un traumatisme psychique. Voilà, donc au niveau diagnostic, écoutez, il y a malheureusement, c'est un petit peu compliqué, on a des tests qui ne sont pas fiables et en fait, la clinique doit vraiment prédominer. C'est les symptômes cliniques qui sont les plus importants. Juste parler aussi très important, il y a une symbiose entre les parasites, les champignons, les bactéries et les virus. Et en fait, pour en tout cas avoir un traitement efficace contre la maladie de Lyme, peu importe le type de traitement, que ce soit conventionnel ou un petit peu alternatif, il faut toujours penser qu'il y a des co-infections. Donc les poupées russes, les parasites contiennent les champignons, contiennent les bactéries, qui contiennent les virus. Donc c'est super important de traiter tous les germes. Voilà, on va faire la table ronde. Je suis désolé, ça a été très rapide, mais c'est vrai, c'est super intéressant. Voilà, oui. Du coup, le temps que les différents intervenants se mettent autour de la table, allez-y. Enrique, si tu veux venir, Corinne, est-ce que Jamal veut venir? Corinne est d'accord. Corinne.